On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler cybersécurité. Quelles sont les tendances et les enjeux juridiques avec mon invité Pierre-Xavier Chomiac de SAS, avocat fondateur de PCS Avocat. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. La cybersécurité est un enjeu majeur face aux cyberattaques croissantes que connaissent les entreprises. Pour commencer, quel est le cadre juridique de la cybersécurité? Alors, la notion de cybersécurité renvoie en réalité à plusieurs éléments qu'on pourrait scinder en deux catégories ou deux groupes. D'abord, l'aspect normatif, qui comprend en fait l'ensemble des règles qui sont destinées à garantir la meilleure sécurité des outils numériques qui sont proposés ou qui sont utilisés par les entreprises et les citoyens. Et là-dedans, vous avez un corpus de règles particulièrement large. Au niveau national, on peut en citer en vrac la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, les différentes lois de programmation militaire qui ont été faites à partir des années 2010, la loi pour une république numérique en 2016, plus récemment la LOPMI, qui est la loi d'organisation, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, etc., qui comprennent toutes des dispositions en matière de cybersécurité et de protection des outils numériques. Au niveau européen, évidemment, nous avons des directives qui ont été implémentées et qui visent à apporter et consolider ces éléments-là. Les plus récentes, naturellement, ce sont les directives Nice et Nice 2, mais on peut évidemment en matière de cybersécurité parler également du fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui lui couvre des aspects liés aux données personnelles des citoyens, des utilisateurs. Et après, ça c'était pour l'aspect normatif, et de l'autre côté vous avez un aspect qui est plutôt répressif, l'aspect pénal, avec un certain nombre d'infractions qui ont été créées à partir des années 70 pour commencer à sanctionner finalement les faits qui sont associés à l'intrusion, l'attaque, la modification, la suppression de données dans des systèmes automatisés. Et c'est là que vous avez les escroqueries en ligne, c'est là que vous avez toutes les attaques sous forme de virus informatiques, de malware, de rançongiciels. J'en passe et des meilleurs. Et puis les infractions qui vont toucher soit des biens, donc les arnaques en ligne, soit des atteintes contre les personnes, avec les infractions sur les données personnelles, les attaques contre les institutions publiques, et on l'a vu notamment avec les hôpitaux qui sont souvent les premières cibles d'attaques informatiques de masse, et après des infractions spécifiques à des réglementations, par exemple le RGPD comme je le mentionnais. Bon, on a vu qu'il y a un cadre juridique assez large. On va se pencher sur les obligations des entreprises. Quelles sont les obligations des entreprises en matière de cybersécurité? On peut les structurer autour de trois axiomes. D'une part, l'audit et la connaissance des failles et des risques associés à leurs activités. Deuxièmement, le contrôle et la mise en place d'outils de protection de ces risques. Et troisièmement, un volet plus pédagogique qui va être destiné justement à former les effectifs de la société, à la fois les dirigeants, à la fois les responsables des différents secteurs, l'ensemble du personnel, l'ensemble des effectifs qui vont tourner, les stagiaires, le personnel, on va dire, qui peut être porté à l'extérieur, les prestataires, les contractants, les fournisseurs. C'est un écosystème extrêmement dense. En matière d'audit, pour revenir sur ce point-là, évidemment, ça suppose à la fois de connaître les activités de sa société, d'un point de vue technique, savoir tous les éléments et outils qui sont utilisés, qu'il s'agisse de logiciels, qu'il s'agisse de personnes, qu'il s'agisse de moyens et de ressources au sens large, comprendre quels sont les risques qui y sont associés, et après préparer, encadrer d'un point de vue contractuel, d'un point de vue technique et logiciel, la protection de ces éléments. Et plus généralement, et c'est l'aspect général des directives et des réglementations en matière de cybersécurité, documenter l'ensemble de ces éléments pour que, en cas d'attaque ou en cas de contrôle, on puisse justifier des diligences qui ont été réalisées pour témoigner d'une bonne foi et d'un sérieux dans la protection des outils numériques. Alors, vous évoquez les cyberattaques. Quelles sont les conséquences juridiques des cyberattaques? Alors, elle varie profondément selon d'abord la forme de l'attaque, un rançongiciel qui va geler tous les dossiers d'une structure ou tous les fichiers d'une structure, les vols de données confidentielles qui pourraient être après revendus ou exploités par des tiers,
donc d'une part l'ampleur de la forme de l'attaque, l'ampleur de l'attaque, et évidemment la préparation de l'entreprise par rapport à une attaque ou l'une de ces types d'attaques. Le premier, en matière de risque juridique, évidemment, le premier point à prendre en considération, c'est les conséquences de la désorganisation de la société qui va se manifester par un risque de manquement contractuel très fort avec les prestataires, avec les clients, avec les fournisseurs. Et pour citer un exemple, aujourd'hui, les virus informatiques ou une attaque par virus informatique n'est pas considérée systématiquement comme un cas de force majeure qui permettrait d'exonérer la responsabilité de la société. Pourquoi ? Parce que ça s'applique au cas par cas, parce que justement, fort d'obligations en matière de cybersécurité, on peut considérer qu'un stagiaire qui ouvrirait un fichier, mais évidemment dangereux, incombe finalement un manquement de la société d'avoir formé ses effectifs, d'avoir vérifié ou d'avoir utilisé des logiciels ou des outils qui... Il y a une négligence quelque part de la société. Exactement. Et c'est tout cet équilibre à trouver entre obligation en matière de cybersécurité et deuxièmement protection en matière d'attaque. Donc désorganisation de la société. Le deuxième, c'est les sanctions civiles, pénales, voire administratives. Si on constate des négligences, si l'on constate des manquements, si l'on constate des fautes de la part de l'entreprise dans la mise en place de ces différentes obligations et responsabilités. Et le troisième, parfois négligé, c'est la réparation des préjudices des victimes collatérales. Un exemple, lorsqu'un fonds d'investissement se fait pirater et que des clients de ce fonds se font escroquer de l'argent par des personnes qui se seraient fait passer pour ce fonds, eh bien évidemment les clients seraient en droit de demander des comptes au fonds visé en matière de sécurité, en matière de diligence qui aurait été faite pour limiter ce genre de risque. Évidemment, le fonds peut engager sa responsabilité et on peut étendre cet axiome à l'ensemble des sociétés. Et évidemment, le dernier, c'est les conséquences finalement d'un préjudice économique du fait du gel de la société et un préjudice d'image en matière de sécurisation et de crédibilité vis-à-vis en effet du monde des affaires. Alors pour éviter ces désagréments, qu'est-ce qu'on peut faire de manière préventive ? Alors évidemment, sortir la tête du sable et auditer. Considérer que c'est un enjeu qui est essentiel et qu'il ne s'agit pas juste de normes pénibles à respecter. Donc procéder à un audit à la fois technique et à la fois juridique, fait soit en interne si vous disposez des ressources, soit par des prestataires spécialisés qui peuvent permettre d'identifier les risques, les dangers ou les manquements à un certain nombre de normes. Ensuite, à nouveau, envisager les solutions qu'on peut mettre en place à court, moyen et long terme pour pérenniser ces éléments-là. Documenter, je l'avais dit, l'ensemble de ces éléments. Et un aspect qui est souvent négligé mais qui peut être extrêmement important et utile, c'est préparer des procédures en cas d'attaque, simuler, tenter, faire des exercices. Faire des exercices sur différents types d'attaques pour que le jour J, lorsque ça se produit, vous ne soyez plus dans une situation de gestion de crise non préparée, mais que vous connaissiez les procédures à suivre, les autorités à contacter, que ce soit l'ANSSI, que ce soit l'AMF, que ce soit le RGPD. Vous avez notamment des obligations avec des délais très courts, notamment 72 heures, pour signaler sans constater un manquement vis-à-vis d'un certain nombre d'autorités. Et on sait que de manière générale, il faut aller vite dans ces cas-là. Et il faut aller évidemment vite, et donc préparer le mieux les différents interlocuteurs qui seront nécessaires, les personnes à contacter, la procédure à suivre. Un petit peu comme en matière d'incendie, c'est toujours mieux lorsque les effectifs ont été préparés et formés. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Pierre-Xavier Chomiak de Sas d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur de PCS Avocats. Merci, très bonne journée. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier.